En école d'architecture, on est avant tout sur l'objet l'enveloppe. et l'enveloppe. Toi, ta grande question, c'est la première de toutes, c'est pourquoi? C'est le pourquoi, la programmation. Pourquoi vous construisez? Et au-delà du pourquoi, c'est quoi être bien chez vous? Voilà, pour moi, c'est évident qu'un architecte qui s'ouvre à cette formation-là va gagner énormément en pertinence, en cohérence. Il faut d'abord, de toute façon, faire un état des lieux et un vrai diagnostic. Et ce vrai diagnostic, on le retrouve chez les habitologues. Est-ce que tu crois que ce cœur d'approche-là pourrait être quelque chose qui aiderait des architectes dans le service qu'ils vont rendre à leurs clients? Pour moi, oui. Bonjour, nous sommes en Saône-et-Loire. Pour ceux qui connaissent la Clette, pour ceux qui ne connaissent pas, vous auriez tout intérêt à le découvrir parce que la Clette, quand on arrive, on a un magnifique lac, on a un magnifique château, on est en plein dans le Charolais, on est dans le bocage charolais, c'est magnifique. Voilà, on ne peut pas en dire plus. Hein. Et nous sommes avec Sandra, qui est avec nous. Sandra est architecte. Et précisément, pourquoi nous sommes à la Clette? Parce que Sandra a un projet de rénovation pour le compte de clients, donc proche de la Clette. Ouais. Et donc, nous sommes venus là parce qu'en plus, on est, pour ceux qui connaissent encore, dans un restaurant qui s'appelle La Belle Époque. C'est magnifique et il paraît qu'on y mange très bien, ça on pourra vous le dire plus tard. Et donc, alors, ce que j'aimerais, Sandra, c'est que tu nous expliques, tu nous dises un petit peu ton parcours à toi, parce que toi, tu es déjà architecte, donc tu es quelqu'un considéré comme sachant, hein, donc c'est une grosse responsabilité. Et pour autant, depuis que tu as quitté l'école d'architecture, et si j'ai bien compris, ton parcours n'a pas été des plus simples déjà à l'époque, mais en plus, tu l'as étoffé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que tu as vécu comme parcours en tant qu'apprenant architecte, puis ce que tu as fait depuis, est-ce que tu fais encore maintenant? D'accord. Alors, mon parcours. Donc, par quoi je commence? C'est un parcours très long, parce que voilà, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé tout début par un début de BTS architecture intérieure. Et puis, ce qui me manquait dans le fond, c'était mais comment ça tient une maison, en fait. D'accord. Parce que je travaille sur les aménagements, mais je ne sais pas structurellement physiquement, comment ça les tient. murs, ça tient debout, Voilà. le Donc, toit petit se pose parcours, je suis retournée chez un architecte. J'ai fait un BT collaborateur d'architecte. Et puis, progressivement, je suis arrivée quelques années plus tard à réintégrer une école d'architecture à l'âge de 26 ans, quoi, sur le tard. Et puis, voilà, je suis rentrée, du coup, en ayant déjà, en tant qu'architecte, en tant que collaborateur d'architecte, j'avais déjà toutes les bases de la technique du bâtiment. D'accord. Que j'avais appris au Greta. Donc, je suis rentrée à l'école d'architecture pour faire des projets. Parce que qu'est-ce qu'on apprend en école d'architecture? On apprend la conception de projet. Donc on a des projets fictifs et puis voilà, on apprend à construire, que ce soit des bâtiments publics, privés. On va un peu sur tous ces domaines-là et puis on a plein d'autres matières qui sont la psychologie, la RDM, la résistance des matériaux. On a la psychologie de l'habitat, on a l'histoire de l'art, c'est très très varié, le dessin. Et du coup on arrive à avoir une formation très globale. Pour savoir concevoir, donc dessiner, faire de la 3D, voilà. Et puis avec plus ou moins quelques spécialités, parce qu'on se spécialise sur la fin du parcours, voilà, plutôt patrimoine, plutôt urbanisme, plutôt écologie, et voilà un petit peu mon parcours. Voilà, et donc toi, tu as eu un parcours un peu atypique finalement, parce que tu as d'abord acquis la technique, oui, avant d'acquérir la conception. C'est ça, et ça c'était bien. Oui, alors qu'en règle générale, c'est quand même assez rare. C'est ça, parce que tout ce qui est technique basique de construction, on ne la apprend pas particulièrement à l'école d'architecture derrière. D'accord. Voilà. Et je crois qu'une des meilleures façons d'aborder, c'est presque de commencer par là. J'ai aussi, entre-temps, avant l'école d'architecture, je travaillais chez un architecte, en tant que salarié, en tant que collaboratrice d'architecte. Donc je voyais ce qu'on faisait au quotidien en agence. D'accord. Et je voyais ce qu'on faisait à l'école d'architecture et j'ai pu tout de suite voir finalement les différences, quoi. D'accord. Et donc, si on revient plus généralement au cursus classique d'un architecte, lui, il va passer son bac. Et puis école d'architecture. École d'architecture. Et donc, en école d'architecture, il va découvrir donc, la conception de projet. La conception de projet, ok.
Donc, il va découvrir peut-être un petit peu l'approche Un peu, sociétale, un oui, la peu psychologie de l'habitat. psychologie de C'est l'habitat, un intéressant, petit ouais. peu. Ouais. Hein. Enfin, pour les écoles qui en ont, je ne sais pas si chaque école aussi développe Ouais, plus ou moins, chaque mais école ouais, ouais. Mm. a son cursus Ouais, propre, ouais. enfin délivre un cursus propre. Euh, donc, ils apprennent aussi, généralement, tous les architectes en école d'architecture apprennent à gérer les volumes, gérer les déplacements, gérer la lumière. C'est ça, aussi. Et donc, C'est le concept, quoi, et qui fait que quand on rentre dans un lieu, on arrive tout de suite à voir, tiens, la lumière, le truc qui va bien. Et puis la volume extérieur, parce qu'on part tout le temps. Alors, j'ai eu aussi une petite déformation, c'est que j'ai commencé à travailler sur l'intérieur en tant qu'architecte d'intérieur. Ah oui, En école d'architecture, on est avant tout sur sur l'objet et l'enveloppe. Voilà, l'image que l'architecte va laisser. C'est ça. Pourquoi aussi? Parce que quelque part, on n'a pas des gens qui vont habiter et qui vont vivre dans les lieux, on ne les a pas en face de nous en école d'architecture. Oui. Donc on n'est pas sur ce volet-là. Oui, même donc si on vous voit êtes quand dans même le fictif, quasiment. Sauf que j'ai eu de la chance, c'est que j'ai eu un très bon prof et on a fait de la psychologie de l'habitat qui allait un prof, d'ailleurs c'est le seul qui nous l'avait dit, il a dit déjà, moi quand j'ai des clients, la première chose que je vais faire, c'est que je me fais inviter à manger chez eux. Ah oui, c'est pas idiot ça. Voilà, c'était monsieur Daubert. Et donc du coup voilà, je regarde comment il fonctionne. Donc il m'invite et hop, je regarde les enfants, la maman, le truc, qu'est-ce qu'il... Bref, il nous a un petit peu emmenés sur ce chemin-là de se dire mais comment ils vont... Regarder aussi comment vont vivre les gens, quoi. Et là, moi, voilà, c'est le truc qui me plaisait, parce que si je faisais architecte, c'était aussi pour ça. C'était se dire, mais c'est quoi être bien chez soi? C'est quoi être bien dans un lieu? C'est quoi on peut pas faire... Voilà, l'architecture d'intérieur, on va beaucoup plus là-dedans, alors qu'en architecte, en école d'architecture, on en parle peut-être moins, et on doit concevoir un bâtiment, quoi. Donc, avant tout, c'est concevoir un bâtiment qui s'intègre dans l'environnement, voilà, bref. Ok. Et donc, mais moi j'avais tout le temps cette passion aussi de dire comment les gens vont vivre dedans, quoi. Et ça, pour moi, c'est le cœur d'un projet. Et tu penses que cette dimension-là, c'est une dimension qui peut manquer globalement à certains architectes, en tout cas, de par le cursus? Alors, manquer, je ne sais pas, parce que on a chacun nos personnalités, et il y en a qui vont aller là, alors qu'il y en a qui iront vers les gros bâtiments. Quand on conçoit des bâtiments où j'ai du mal à trouver, parce que pour moi, tout bâtiment est avant tout un lieu de vie, mais voilà. En tout cas, il y a des architectes qui n'iront pas, ça ne va pas les intéresser de travailler là-dessus, ils vont aller sur d'autres choses. On n'est pas tous humanistes non plus, il y en a qui sont beaucoup plus dans la géométrie, dans la technique du bâtiment, ça va les botter d'aller là-dedans. Il y a plein de dimensions dans un bâtiment. Donc quand un particulier dit « je vais m'adresser à un architecte », des fois, il va tomber là où il faut, et puis des fois, non. Ça ne veut pas dire que l'architecte est mauvais. Ça veut dire qu'il n'est peut-être pas dans l'attente du client. C'est ça. En tout cas, les architectes qui font de l'habitat, s'ils ont fait le choix de faire de l'habitat, c'est parce qu'ils ont envie d'aller aussi voir les gens et les personnes qui vont habiter dans les lieux en face d'eux. Oui. Donc, je pense déjà, il y a quand même cette orientation-là qui fait qu'on a quand même un architecte qui... Bon, si on veut faire un bâtiment écologique, on va aller chercher un architecte qui fait de l'écologie. Oui. Par contre, qui dit écologie, il y a plein de dimensions à l'écologie aussi. Oui. On a l'écologie humaine, la technique, l'échange avec l'environnement. Et donc chaque architecte ne va pas forcément aller sur l'humain, et il va peut-être aller aussi sur les matériaux et faire une belle boîte écologique qui est bien en interaction avec son environnement, mais qui forcément va peut-être pas prendre en compte c'est comment ils vont vivre les gens dedans, les aménagements, un peu l'architecture intérieure, ce qu'on dit, qui est pourtant pour moi le cœur du projet. Oui, et je vois aussi souvent des projets dits écologiques qui sont implantés à 50 ou 100 km du lieu de travail, avec des déplacements contraints qui sont monstrueux, et où est l'écologie là-dedans? Oui, tout à fait. Il y a cette réflexion qui est importante et qu'il faut mener avec le client. Tout à fait. Donc, le plus important, en tout cas pour toi, c'est le rapport entre le client et le projet. C'est qu'est-ce qu'on met au cœur du client. Comme je dis, moi, c'est avec j'interviens à Solutions ERA, qui est une formation sur qu'on connaît bien, et on a d'excellents rapports. Salut Goulven. Donc, oui, qu'est-ce que je disais? Donc du coup, pourquoi je suis partie là-dessus? Oui, voilà. Pour faire passer un message, c'est avant d'aller voir un architecte, déjà poser vos attentes et vos besoins, qui sont le cœur du projet. Et c'est comment
comment vous avez envie de vivre en fait dans ce nouveau lieu de vie Si j'ai pour bonne être bien. mémoire parce qu'on a quand même regardé un petit peu ton book, Ouais, etc. Bon, ouais, c'est normal. Hein. ouais, ouais. Et donc, toi, ta grande question, c'est la première de toutes, c'est pourquoi? C'est le pourquoi, la programmation. Pourquoi vous construisez? Et au-delà du pourquoi, c'est quoi être bien chez vous? Toi, tu parles souvent du confort. Oui, C'est quoi être bien chez soi au niveau physique, oui, au niveau activité? Est-ce que Oui. j'ai mon espace à moi? Est-ce que je peux faire des choses pour prendre soin de moi? oui, Comment je travaille aussi la relation? C'est un projet de vie, c'est aussi habiter ensemble. Que ce soit une petite famille ou à plusieurs familles, là, je dérive sur l'habitat groupé. oui. Mais comment on travaille ces liens? Oui, l'interaction avec l'environnement humain. Moi, je dis souvent aux gens, alors j'ai été autrefois agent immobilier, maître d'œuvre, etc. Et je disais toujours aux gens, quand ils arrivaient dans un endroit, n'oubliez jamais qu'avant votre arrivée, il y avait déjà de l'humain. Et que vous allez vous intégrer dans une petite société humaine et qu'elle a vécu avant votre arrivée et que vouloir révolutionner d'un coup, c'est pas forcément comme ça que vous serez bien accueilli. Exactement. Ça veut Et pas la dire maison, que vous c'est n'avez rien pareil. à apporter. Et donc la maison, c'est pareil. Quand on arrive dans un lieu de vie, il a son histoire, il a ses raisons d'être, il est vivant. Oui. Il est vivant, aussi bien les murs que... Voilà, et voilà. Comme je dis souvent, c'est qu'on arrive dans un projet d'architecture, il y a plein de calques en fait. Oui. Le calque Dieu de sait la que les calques, maison. on sait les Et voilà. superposer, en plus, Et en puis après, architecture. l'architecte est plus ou moins là pour, dans ma vision à moi, c'est accompagner le client à faire les bons choix et aller chercher à se poser les bonnes questions. Oui. Et l'accompagner là-dedans pour que derrière il fasse ses choix. Oui. Et du pourquoi vont découler le quoi, comment, avec quoi, avec qui. C'est ça. Mais alors qu'on part souvent de ces questions préalablement, je vais faire quoi, je vais faire avec qui, je vais faire comment, alors qu'on n'a pas encore répondu au pourquoi. Et souvent, la question, c'est de dire, je veux faire une maison écologique, donc je vais voir souvent monsieur, hein, la technique, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre, sur quoi, quel matériau, les matériaux, qu'est-ce qui est le matériau le plus écologique au monde, ouais. Comme on disait, il n'y a pas de maison idéale, il n'y a pas de construction idéale, parce qu'on est tous différents, et heureusement, quelque part. Oui. Et c'est comme ça qu'on fait des lieux de vie qui sont vraiment des lieux de vie et pas des objets, des bâtiments, quoi. On ne construit pas une coque pour faire vivre des gens dedans. Non. Et c'est souvent la vision que, voilà, dans l'architecture, c'est souvent ça. Quand on fait et parfois on peut pas difficilement faire autrement, c'est-à-dire quand on fait par exemple du logement social ou du logement collectif, oui. Je ne trouvais plus mon mot, on ne peut pas prendre en compte les habitants quelque part, si ce n'est de les imaginer et finalement de se dire, bon, moi en tant qu'architecte, si j'habitais dans ce lieu de vie, ben voilà, je ferais comme ça. Donc oui, quand on fait du collectif, on est obligé d'aller là-dedans. Et c'est là où quelque part, on a parlé aussi un petit peu d'Adrien. Oui, alors... Donc, qui lui, justement, apporte ce côté collaboratif, co-création et co-développement avec le client. Ça, c'est encore un autre aspect, parce que j'ai rencontré plein de personnes dans ma vie, dont Adrien Sovic, qui a monté le réseau Instant T. Voilà, et que je connais un petit peu et aussi. Si j'ai vraiment accroché finalement à la démarche, c'est se dire comment j'ai une méthodologie qui va me permettre d'accompagner le client en co-créant avec lui, en fait, en faisant avec lui. Et ça, voilà, du coup, ça m'a parlé, parce que l'idée, c'est, on va chercher le programme, comment on veut habiter, et comment moi, en tant qu'architecte, je ne suis pas une conceptrice, mais je suis une accompagnante. Je ne suis pas une médecin, je suis accompagnante, sage-femme, quelque part, où je suis une coach, je tiens la main, et je vais tenter de faire un état des lieux, de leur faire poser les bonnes questions, et surtout qu'ils fassent les bons choix. Et avec le réseau Instant T, en fait, on a justement un certain processus qui nous amène sur ce chemin-là. Oui, et donc pour continuer un petit peu avec Instant T et Adrien et finir sur Adrien, on fait, de ce que j'ai compris, puisque je suis intervenu une fois auprès du réseau Instant T en visioconférence, il a réussi à développer un process qui libère l'architecte du côté gestion matérielle de son agence. Il donne des moyens à l'architecte d'être libéré de ça pour se consacrer
à ce que Oui, c'est ça. ce qui est le cœur de son C'est ça, activité, exactement. la participation avec le client. C'est ça. Avec, voilà, comment je Alors, fais on en fait tant... presque la promotion, Adrien, hein. Oui, Mais mais bon, voilà. voilà, on est complémentaires. Comment, exactement, il y a une complémentarité. Comment est-ce que je suis efficace avec mon client? L'efficacité pour que ma boîte elle puisse continuer à tourner, pour que je Oui. fasse, voilà, que Ah oui, parce qu'il y a quand même des réalités que je économiques. passe pas des heures et des heures à mon travail, mais que j'ai aussi une vie de famille à côté. Et comment je suis efficace en termes aussi combien je fais payer au client. Donc plus je suis efficace, moi, voilà, moi je vais lui faire payer le client parce que j'y passe Oui. moins d'heures, mais on est efficace. Oui, et voilà. plus tu auras Voilà. de capitaux disponibles pour atteindre le cœur de son objectif, qui n'est pas forcément de payer l'archi, Voilà. mais de disposer de quelqu'un qui m'accompagne. D'un lieu de vie qui corresponde à son besoin Moi, et à ses j'ai aspirations. souvent, quand je pose la question à mes clients, c'est pourquoi vous venez me voir et vous avez besoin de quoi? Qu'est-ce que vous attendez de moi? Et j'ai bien souvent ce truc, dit, que vous mettiez en place, en forme nos idées, parce qu'on a des idées, on a toujours plus d'idées que de budget, comme ça c'est la fameuse phrase d'Adrien. Et toutes ces idées, oui, il va falloir les poser, pour progressivement faire des choix. Moi, je suis là pour ça. Alors, si je résume un petit peu, donc quelque part, tu as acquis de la technique avant, tu as acquis du savoir pendant tes études, tu as acquis depuis des moyens de rentabiliser ton agence pour te libérer du temps, pour être plus disponible à la conception, à la créativité qui est le cœur de ton métier. Et à l'accompagnement. Et à l'accompagnement du client. Ouais. Tu as consacré du temps à Solutionnera et tu en consacres encore pour expliquer aux gens ce qu'est un projet de maison. Comment on fait un lieu de vie plutôt qu'un bâtiment. Alors, moi j'ai une grande question, parce que tu es déjà une petite personne avec beaucoup de choses quand même. Hein. Il y en a dans l'enveloppe. Hein. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres facettes que... Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres facettes dans la facette, donc moi, comme je dis, j'ai beaucoup... Alors, ce que j'ai un peu vraiment travaillé, c'est ce cœur de projet. Et comment je mets du sens à mon projet, parce que comment j'ai envie d'y vivre et le pourquoi. Et puis l'écologie. Et l'écologie aujourd'hui, c'est se dire, moi je vois, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent en disant on a envie de retaper des bâtiments, des vieux bâtiments, et ça fait sens. Au niveau de l'écologie, partir de l'existant, les vieux bâtiments, ils ont un tel potentiel, je veux dire, écologique, où, certes c'est aussi bien de construire, je dénigre pas, et je fais aussi des projets de construction, mais plus on avance et plus les gens veulent aussi aller habiter dans la campagne, aller loin de tout, mais être au cœur du vivant plutôt que dans ces villes où finalement on est un peu asphyxié. Et voilà, quand on vit dans des bâtiments collectifs, on respire moins que quand... Voilà. En tout cas, certains vont penser qu'ils respirent moins. Voilà. C'est vrai. Et oui, tout à fait. C'est pas pour tout le monde, je généralise là. Et donc, bref, ceux-là, ces clients qui viennent me voir et qui ont envie, en tout cas, de revenir au vivant, il y en a une certaine partie qui se disent ouais, moi j'ai envie de retaper quelque chose, et quelque part pour moi c'est aussi l'avenir, parce qu'en urbanisme aujourd'hui, construire dans des lieux isolés, ça devient de plus en plus dur, et quelque part c'est pas plus mal, parce que faut arrêter le mitage. Faut arrêter de miter, il faut refaire des tellement qui tiennent. C'est ça. Et aujourd'hui, en tout cas, la réglementation urbaine de plus en plus contraignante, et on se retrouve finalement à avoir ces vieux bâtiments qui sont des anciens mâts, des vieilles fermes, des trucs qu'il faut retaper, qu'il faut réinvestir. Oui. Voilà. Donc moi, avec mes connaissances d'écologie, tout ce que j'ai pu glaner au cours des années, petit à petit, je me retrouve dans une vieille ferme. Alors, qui c'est qui va m'aider à trouver aussi les bons choix, quoi. Comment je vais chercher les bonnes personnes pour accompagner les clients aussi. Oui. Mais avant ça, il faut savoir faire un vrai diagnostic de bâtiment. Oui, et ça arrive un petit peu à la question, comment tu es arrivé chez nous? Et voilà. Et comment j'ai découvert... Comment et pourquoi? En tout cas, je ne sais plus comment je t'ai découvert, à quel moment, je ne saurais plus, parce que... mais l'idée, c'est ça, c'est te dire, voilà, je me retrouvais dans ces bâtiments-là, je dis, bon, alors moi, maintenant, il me faut un bureau d'études thermiques qui sache aussi écouter que pour moi, le programme, il est important. Donc, j'en avais un qui est Franck Janin,
que j'aime Oui. beaucoup et que j'ai fait Très bien. intervenir parce que lui savait poser les bonnes questions aux clients aussi. Milieu grenoblois encore. Non, il est plus dans le Jura, lui. Ah, d'accord. Il est dans le Jura et donc ce que j'appréciais, c'est qu'il était très pédagogique. Je lui disais, bah, écoute, je veux bien que tu viennes pour que tu expliques un peu sur quoi ils vont partir en chauffage, en isolation, tout ça, parce qu'il était à l'écoute de comment ils vont habiter. Est-ce que vous habitez à l'année? Est-ce que vous habitez toute la journée chez vous? Il avait pour moi les bonnes questions qui amènent aux bonnes réponses aussi thermiques. Mais il y avait encore des choses que j'avais aussi envie de m'approprier moi, c'est-à-dire que quand je vais sur un lieu et un lieu bâtiment, comment j'apprends à faire un vrai diagnostic Oui. avec ton regard à toi, qui pour moi est de la même façon très pertinent, parce que c'est aller chercher aussi l'habitant, qui il est, comment il veut vivre, qui est la maison, et là on va vraiment dépioter, comprendre comment elle est et où elle en est, Ouais. parce qu'elle a évolué plus ou moins bien en fonction de ce qu'on lui a fait, qui elle était à la base, et la maison est vivante, et il faut savoir être à son écoute aussi. Et ensuite, on a le programme, on a la maison existante, et comment j'en fais un tout, quoi. Comment j'en fais un beau projet, et comment j'accompagne les gens à faire leurs bons choix par derrière. Et c'est pas évident, parce qu'on se dit, ok, alors on va faire de la correction thermique, c'est bien, donc j'entends tout ce que tu dis, ça me va bien. Je dis, mais je suis face à mes clients, donc je leur tiens le discours que toi tu as, mais à un moment j'ai du mal à leur dire, bon, qu'est-ce qui est cohérent dans tout cet ensemble? Ok, on fait de la correction thermique, mais est-ce que je suis sûre que si je fais un poêle de masse là, ça va suffire à chauffer toute la maison? Est-ce que... ok, alors voilà, tu parles beaucoup de VMC, moi j'étais beaucoup dans tout ce qui est ventilation naturelle, de mon parcours en fait, parce qu'il y a tellement de discours qui sont différents, que bon, j'ai beaucoup écouté le tien, qui me parle beaucoup aussi, parce que cette production on dégage des litres et des litres d'eau quand on habite dans un lieu de vie, il faut les évacuer, et ouais, certes, il y a la ventilation naturelle, mais... Est-elle suffisante? Est-elle suffisante? Alors dans un bâtiment neuf, on ne va pas se poser les mêmes questions que dans l'existant aussi, qui aujourd'hui, où on a des boîtes étanches parce qu'on y a mis des enduits qui font que le bâtiment ne respire plus, et où on n'enlève plus la vapeur d'eau. Donc bref, tout cet imbroglio, je me suis dit, bon, c'est bon, moi il faut que j'éclaircisse, il faut que j'aille plus loin dans aussi ta façon d'accompagner, et que je sache aussi donner cette cohérence dans mon discours. Dire, bon, ben voilà, il faut faire des correcteurs thermiques, mais à côté de ça, quel est le meilleur équilibre entre votre budget, le temps que vous allez pouvoir passer aux travaux, et voilà. Donc je me suis dit, allez, non, mais ça faisait un petit moment que ça me tentait, il faut que je m'inscrive aux habitologues. Donc là, je suis au tout début. J'ai eu un premier projet qui me dit, pour moi, c'est un peu un cas d'école, parce que j'ai ces questionnements, j'ai beaucoup de questionnements pour faire de la cohérence sur ce projet-là. Du coup, je dis, je vais poser la question, je suis en début de formation, donc j'ai encore plein de choses à apprendre, et je ne sais pas donner les réponses correctes à mes clients actuellement. Donc j'ai fait allô, en disant en début de formation, allô Geoffrey, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que ça peut faire un cas d'école? Et là-dessus, tu as passé le message à Claude, qui m'a appelé, il a dit, bon, finalement, le lieu était, on n'était pas loin. On n'était pas loin, allô, les coins sont sympas, voilà. Le projet est sympa. Et on a passé des heures au téléphone. Voilà. Alors, si on veut pousser un petit peu plus loin, avec parce que tu en es à quel niveau de la formation chez nous? Ouf, je suis au tout début. Module le confort. 1, le confort. Module 2, donc le confort. Ouais, c'est ça. Le confort. Ouais, hein. ouais. Donc, mais par contre, tu as déjà vu un petit peu la philosophie de l'approche. Ouais. Hein, ou pour la résumer, donc, ma philosophie, parce que je suis un petit peu à la base de ça, c'est de dire le cœur du projet, c'est l'occupant. Et l'occupant ressent le confort globalement. Certains, j'ai vu dans tes images qu'il y a des gens qui font de la musique, il y en a d'autres qui font de la danse, etc. Chacun trouve son épanouissement, qui est une forme de confort, hein, dans la définition du projet avec l'archi. Donc ça, c'est clair, c'est qu'est-ce qu'on donne comme destination au volume, etc. Nous, notre orientation, c'est dire, vous êtes des gens doués de ressenti,
vous avez une perception du confort qui est liée non pas à une température ambiante ou à je ne sais quoi, mais quelque part, vous êtes là, on est dans un lieu, bah, on est bien. Est-ce qu'on a chaud ou pas chaud? Je ne sais pas. Quelle température il fait? Je ne sais pas. On est bien. On est dans un équilibre qui fait qu'on se ressent comme étant bien. Et donc ça, c'est précisément de l'ordre du ressenti. Donc, et en tant qu'individu avec ses ressentis physiologiques, je suis dans une enveloppe. Est-ce que cette enveloppe va ou non favoriser mes ressentis physiologiques? Et comment je peux interagir avec le bâtiment et moi-même? Alors moi-même, je peux évoluer un peu, mais dans l'idéal, quand même, j'ai un projet, j'ai une envie. Est-ce que je peux faire que ce bâtiment se mette à mon service? Mais en se mettant à mon service, j'ai aussi une obligation, ou en lui demandant de se mettre à mon service, j'ai une obligation vis-à-vis de lui, qui est de le respecter pour ce qu'il est, et De faire que comprendre qui cette il est, oui. maison qui est là depuis 200 ans, ou 150 ans, ou peu importe, ou même 30 ans, peu importe, mais qui a déjà rendu de fiers services, puisse en rendre encore. Et dans quelle mesure je vais pouvoir attendre d'elle des retours sans la dégrader, en la respectant pour ce qu'elle est. Donc ça, c'est le cœur de l'approche. Et est-ce que tu crois que ce cœur d'approche-là pourrait être quelque chose qui aiderait des architectes dans le service qu'ils vont rendre à leurs clients? Pour moi, oui. Pour toi, c'est Clairement, incontournable. clairement. Enfin, dès lors qu'on a envie dès lors qu'on a ces motivations-là, qui sont les miennes, de mettre l'habitant au cœur du projet et la prise en compte de l'enveloppe du bâtiment, alors quand on est dans l'existant, bah, qui est ce bâtiment? Et quand on fait du neuf, c'est quel est l'environnement? Quel est le vivant qu'il y a là, qui est déjà là en fait? Comment je le prends en compte? Comment j'en fais et comment je crée avec le vivant aussi? Parce que dans les matériaux que je vais choisir, dans le bon sens que je vais y mettre aussi, c'est comment je mets le moins de techniques possible dans le respect voilà, du climat, de l'environnement. Et pour moi, tu as toutes ces réponses-là au cœur des habitologues. Et quelqu'un qui veut bien travailler ne peut que se former enfin, voilà, pour moi, c'est évident qu'un architecte qui s'ouvre à cette formation-là va gagner énormément en pertinence, en cohérence, et que ce soit sur l'existant ou sur le neuf, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que dernièrement, tu rentres au-delà de l'existant, tu fais de plus en plus d'interventions finalement sur quand on est sur une maison en parpaing, quand on est sur du neuf. Je crois que ta dernière vidéo, je n'ai pas encore regardé, mais j'ai cru voir que... Alors, non, tu as fait une intervention, ça c'est dans les habitologues. C'est dans les habitologues. Je ne l'ai pas écouté, mais voilà, Ouais, j'ai reçu hier ou ce matin d'ailleurs. De plus en plus, on va effectivement vers l'approche, y compris dans un projet à créer. Ouais. Donc on part de rien, on a une page blanche, comment on va remplir cette page, hein. Et donc, moi ce que j'aimerais faire, c'est qu'effectivement, et j'espère que c'est ce que tu as trouvé chez nous, c'est que les architectes sont des gens absolument incontournables et nécessaires et qui ont une fonction importante à jouer, à remplir. Et j'ai été vraiment déçu de voir, quand j'ai cherché, que les gens viennent questionner leur architecte et en attendent des choses pour lesquelles peut-être il n'a pas été formé. D'où l'incompréhension. Et alors que vous êtes les gens qui ont forcément des choses à apporter aux clients et un savoir. Je dirais on est des généralistes. D'ailleurs, on nous l'apprend à l'école. L'architecte, c'est celui qui sait un petit peu de tout sur tout. C'est déjà pas mal. Voilà. Et du coup, quand on connaît un petit peu de tout sur tout, quand nos clients viennent nous poser des points précis, je vais aller chercher les bonnes personnes qui vont répondre à ça. On est un peu un chef d'orchestre. Quand on souhaite endosser ce rôle-là, on est un peu le chef d'orchestre qui va chercher les bonnes personnes en fonction des besoins. Et on reste très généraliste. Et j'apprécie aussi la démarche des habitologues, c'est je suis généraliste aussi. Je constate, je fais un diagnostic que je transmets au client. Et après, c'est à lui de faire les bons choix. Et moi, éventuellement, en tant qu'architecte plus tard, de l'accompagner dans ces choix-là.
Ok. Voilà. Mais donc, un architecte qui ne souhaiterait pas devenir habitologue, qui souhaite mener sa vie dans Ouais. son agence d'architecture, Mm, 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 mm. que, que lui dirais-tu qu'il pourrait trouver chez nous avec ce que tu en as découvert, qui pourrait l'aider dans ses activités et dans sa réponse la meilleure possible au client, à son client qui est de l'humain, qui est un C'est humain. un petit peu ce que tu viens chercher d'ailleurs. Moi, je dirais, c'est ça, c'est apprendre à faire un vrai diagnostic à la base. D'accord. Donc, Comprendre comment un fonctionne. architecte qui ne veut pas se former là-dessus, je vais lui dire, mais il faut d'abord, de toute façon, faire un état des lieux et un vrai diagnostic. Et ce vrai diagnostic, on le retrouve chez les habitologues. Oui, le diagnostic qui n'est pas simplement une volumétrie, mais qui est avec quoi ça a été construit, comment ça a été construit, en quoi ça a pu être amélioré ou dégradé, etc. Qui est la réflexion de bon sens pour moi. C'est, voilà, on n'est pas que dans la technique, on est voilà, à l'écoute du vivant, à l'écoute du bâtiment, des habitants. Mais quoi qu'il en soit, un habitologue qui viendra faire pour moi un diagnostic, il ira sur le cœur et tout de suite les bonnes dimensions. Voilà. Voilà, ok. Donc un architecte qui ne veut pas être habitologue peut, à mon avis, a tout intérêt à aller chercher un habitologue pour faire déjà un premier diagnostic et puis après poursuivre en tant qu'architecte aussi. Voilà, mais il est vrai que s'il vient en disant « je ne veux pas faire de mon activité une activité d'habitologue qui va ne faire que du diagnostic », il peut venir chercher ça et cette capacité à avoir la possibilité, lui, de faire le diagnostic pour ensuite faire tout son travail d'architecte. Après, c'est ça qui est génial, quoi. Enfin, voilà. Pour moi, c'était encore une des pierres manquantes, tu vois, de mon édifice, quoi. Alors après, la formation qu'on est en train de créer pour les architectes, le but qui a été, parce qu'on a eu pas mal d'architectes dans la formation habitologue, mais des architectes qui ne voulaient pas forcément être habitologues, mais qui venaient chercher un complément de compétences sur le bâti ancien, c'est-à-dire comprendre comment il fonctionnait et comment ils pouvaient l'intégrer de manière technique dans leurs préconisations pour s'assurer qu'ils n'allaient pas faire des mauvais choix. Et donc on a déterminé ça aussi, cette formation, comme un peu, donc il y a un tronc commun, mais aussi aller chercher à la demande des éléments techniques suivant les besoins. Et également, on a eu cette demande que les problématiques des architectes étaient un petit peu spécifiques et parfois plus techniques que l'habitologue qui reste généraliste. D'accord. Et donc, c'est aussi dans cette optique-là. Donc, la formation concrète, bon, elle est aussi organisée par des architectes. Oui, on a Jean-Charles, c'est pour ça que, donc Jean-Charles Vaillant, que beaucoup d'architectes connaissent, et c'est aussi pour ça que nous avons eu envie de t'interviewer toi. On ne savait pas qu'on allait avoir affaire à une architecte qui est quand même pas très classique, mais bon, néanmoins, tu es architecte et... Mais il n'y a aucun architecte classique. On jamais classique. Ouais, t'as raison. Tous nos trucs. En plus, voilà. Effectivement, tu as raison. Et donc, c'était pour avoir ce témoignage de qu'est-ce que toi, tu es venu chercher chez nous. Et effectivement, tu le dis bien, a priori, c'est ça, c'est ce côté prise en compte du bâti, de l'occupant, et arriver à ce que une des personnes qui fait partie du staff maintenant chez nous, qui est Pascal, nous a dit un jour lorsqu'on l'a interviewé, satisfaire le couple habitat-habitant. Et donc oui, c'est vrai qu'on est un petit peu l'interface. On est un petit peu l'interface. Est-ce qu'il y aurait un projet qui décrit bien un petit peu ta démarche et que tu pourrais nous retranscrire en... Un projet ou des projets, ou un truc qui est un peu emblématique, que tu as vraiment aimé faire, dont les clients sont un peu... Je les aime tous, donc, parce que j'ai cette chance aujourd'hui, aussi grâce à Solutions ERA, d'avoir plein de personnes qui viennent un peu de partout et qui ont des demandes, mais qui sont très fortes au niveau écologique. Voilà, c'est pas de l'écologie pour faire de l'écologie, il y a aussi cette vision de... Tiens, je vais vous emmener là-dessus. L'écologie globale. L'écologie globale, et on ne fait pas juste un lieu de vie pour une petite famille, c'est comment on pense aussi une nouvelle société, comment on pense habiter ensemble, comment on crée des lieux de vie qui ne sont pas que des unités, mais comment on fait vivre finalement aussi ces anciens villages qui sont morts,
comment on recrée des liens. D'ailleurs, mon agence s'appelle Interaction Architecture, mais ouais, elle va chercher beaucoup de choses dans tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, l'écologie, c'est plus seulement juste un bâtiment. Oui, c'est plus un empilage de matériaux. C'est ça. Il y a de Si l'humain aussi. possible, C'est du jeu au empilé nous. par des gens ayant eux aussi une fibre écologique, parce que en plus souvent les matériaux ne sont pas forcément mis en œuvre avec des gens totalement convaincus de l'écologie. Il y a quand même une vague, on surfe dessus. Et donc oui, l'écologie globale. Ah, aujourd'hui, quand j'ai des clients qui me disent bon, bah voilà, moi je vais construire dans un bois, parce que ce bois, alors là, je vais sur une autre dimension encore, qui est la dimension énergétique. Ce bois, il est vivant, et ce vivant-là, il faut le conserver, et donc du coup, voilà, tout ce qui est relation, je dirais cosmotellurique, le gros mot, je vais dans l'énergie, dans plein de domaines subtils. J'ai des gens qui sont là-dedans. Moi, je veux créer des lieux de vie qui amènent pour finalement permettre à la Terre de se redynamiser et de reprendre de la puissance par rapport à tout ce qui se passe aux alentours. Donc voilà, une personne qui habite dans un bois en disant moi le vivant, il faut qu'il continue à battre quoi, le cœur du vivant. J'ai des gens qui achètent une ferme et puis il y a plein de bâtiments autour et qui se disent moi on veut faire un gîte, mais aussi on veut accueillir plein d'autres personnes pour commencer à créer une petite société. Ah, c'est génial, voilà. En tout cas, il y a cette dimension-là où on ne s'arrête plus seulement au bâtiment, mais on va chercher le social et une autre façon de créer la vie, quoi, le vivant et l'humain. On passe du jeu au nous. Et pour moi, l'avenir, il est là. Ce nous-là écologique. Et comment tu l'abordes quand on vient te voir avec ce projet de créer un habitat qui était individuel, d'en faire un collectif et un collectif qui fonctionne? Alors il y a plusieurs choses, c'est que il y a finalement, alors moi j'ai aussi beaucoup, mon diplôme d'architecture c'était sur l'habitat groupé, l'habitat partagé où on se met à plusieurs familles pour construire ensemble du lien social et puis aussi voilà, au niveau économique on y gagne, bref j'ai fait ma maison de cette façon-là. Mais donc on a soit des gens qui viennent en groupe, en collectif, on dit on veut créer du collectif. Donc là, je vais accompagner ce collectif à faire les bons choix et à s'orienter pour faire finalement un bâtiment collectif. Et d'un autre côté, j'ai ces gens qui sont souvent en retraite, début de retraite, qui disent il n'y a que nous qui pouvons impulser un nouveau lieu de vie qui fera du collectif en fait. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement avec des gens qui ont acheté plein de bâtiments. Et comment on s'y prend? Sur le lieu, il y a déjà une maison où ils peuvent habiter pour faire les travaux de la grange où ils font leur habitat à eux. Donc en fait, j'ai travaillé avec eux sur ce futur habitat qui est une ancienne grange, qui est vers Agen. Et donc on a construit, donc je les ai accompagnés pour qu'ils fassent leur futur projet. Eux, ils voulaient un habitat bioclimatique dans du neuf et pas trop s'embêter sur l'existant parce qu'on n'était pas bien orientés, tout ça. Et finalement, on a fait un beau projet, je pense, en restant dans la grange. Et donc, je les accompagne sur ce projet-là. Et ils savent qu'après, les années après, ils vont vouloir progressivement faire. Et ils m'ont dit, on te rappellera pour les autres bâtiments, mais en tout cas, il faut tout le temps commencer par une unité. Là, j'ai d'autres personnes du côté de Carcassonne actuellement qui achètent un terrain où il y a une maison vigneronne dessus, mais ce qu'ils veulent d'abord, c'est faire leur habitat à eux et puis après faire le gîte. D'accord. Et voilà, donc chacun aussi a une demande propre et puis je l'accompagne en fonction d'où ils en sont et de leurs demandes. D'accord. Alors, il y a une autre dimension sur laquelle j'aimerais te faire revenir parce que tu l'as légèrement abordé et j'ai la sensation que c'est un peu quand même au cœur de tes soucis globaux, c'est le côté ressources disponibles, la finitude que l'on connaît de la planète et notre propension à consommer au-delà de cette finitude. Donc, bonjour. Est-ce que, donc, pour toi, notre approche chez les habitologues et ce que l'on va proposer donc aux architectes te semble important à prendre en compte comme étant j'ai un projet, il y a une maison, il y a des occupants. Je souhaite que les occupants soient bien dans la maison, que la maison soit respectée pour que les occupants puissent en jouir longtemps et leurs successeurs, etc.
Mais par contre, je dois, enfin même pas mais, parce que mais c'est une opposition, alors qu'aujourd'hui c'est une dimension qui existe, et c'est plus un mais c'est un et, je dois le faire en consommant le moins possible de ressources pour en laisser disponible pour les autres pour faire d'autres choses, ou pour moi pour faire vivre un autre projet comme les clients dont tu viens de nous parler. Est-ce que tu penses que on pourrait, avec cette formation dans laquelle, effectivement, pour nous, la dimension, mon deuxième livre qui a été Les clés du confort thermique écologique, a été préfacé par Philippe Biwix, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un petit peu le pape français de la finitude des ressources. Hein. Donc moi, c'est une dimension qui tient beaucoup à cœur. Est-ce que tu penses qu'on peut apporter aussi aux architectes globalement et à tous les acteurs du bâtiment, plus largement encore que les architectes eux-mêmes, sur cet aspect, il faut faire beaucoup avec peu et avec le moins possible? Pour moi, tu as ce discours-là, en fait. Tu l'as et tu l'amènes très bien quand tu es dans ces choix techniques, en fait. Quand tu parles du delta. Le delta, ouais, effectivement. Et ça, pour moi, c'est tu me l'as ramené et tu me l'as bien ramené au cœur de voilà, il y a tellement de choses à penser que, ouais, il est là aussi, celui-là. Et si tu fais un choix sur de la double fût, regarde l'impact que ça. Et du coup, on revient au bon sens technologique aussi, dans les choix, et où on va chercher sur des choses qui sont locales, évidemment. Ça me parle parce que, en tant qu'architecte, je suis aussi très sensible à, voilà, moi, la terre, toucher la matière, c'est quelque chose qui est important pour ramener au présent, dans des esprits qui sont tout le temps dans la trotte là-dedans. Moi, je ramène une autre dimension. Mais la dimension de la ressource et de l'épuisement et de comment je pense aux générations futures, comment je pense à attention au climat, quoi. En fonction de finalement, ouais, ça semble être une super solution technique, ça, la double flux quelque part. En plus, il y a 10 ans de ça, c'est la solution sur laquelle on est allé un peu à contre-cœur pour moi, mais sur notre habitat groupé. On y est tous allés un peu, ouais. Et là, on en revient. Et ce que je trouve admirable, c'est que ces 10 dernières années, je vois l'évolution de l'écologie et on revient à la simplicité. Ouais. On revient à la matière, au local, arrêter de faire des usines à gaz technologiques. Alors ça, voilà, quand on parle de la low-tech, pour moi, c'est... Et voilà, pour moi, tu as ce discours-là, il y a ce discours dans les habitologues, et il est essentiel parce qu'il fait partie des piliers, quoi. Hein, il fait partie des piliers des habitologues, ce regard justement sur les ressources. Et on ne choisit pas seulement parce que c'est la meilleure solution pour nous, mais c'est aussi la meilleure solution pour la planète. Pour la planète, pour la planète et pour notre biotope en général. Pour la pérennité du vivant, de l'humain aussi, au-delà de... Voilà, parce que la planète, elle s'en fout. Hein, elle s'en remettra toujours. Ouais. Mais nous, en tant que vivants, en tant qu'humains, on va où, quoi? Notre humanité va où? Si on ne sait pas faire des pas de côté et puis essayer des nouveaux chemins, voilà, en collectif aussi, et pas seulement seul dans son coin. Comme tu dis, on est aussi des êtres grégaires et ça, il ne faut pas l'oublier. Vouloir construire écologique juste pour soi, c'est un premier pas, mais il faut amener tous les autres rapidement. Voilà. Okay. Il faut avoir une vision à long terme de ces projets-là, de son projet. Bon, voilà. Eh bien, écoute, Sandra, je me rends compte qu'on a eu raison d'avoir envie de t'interviewer. J'espère que on vous aura apporté des solutions. Alors, Sandra, tu as parlé du delta. Nous vous mettrons un lien vers une petite définition du delta, hein, parce que c'est pas seulement la lettre grecque, c'est pas seulement le delta du fleuve qui vient se perdre dans l'océan, mais c'est vraiment une approche globale qui est hyper importante et qu'il va falloir développer en tant que concept et pas que pour la construction. Et en tout cas, c'est celle-ci qui fait que toi, tu es là-dedans, quoi. Tu es dans ce regard et ne l'oublions pas, quoi. Ne l'oublions pas. J'aurais encore des choses à rajouter, mais je m'arrêterai là. Parce que... On continuera peut-être après. On continuera peut-être après, quand on va aller voir parce que cet après-midi, on va aller voir la fameuse maison qu'il y a dans... Où j'ai besoin d'autres réponses pour aller plus loin. Oui, dans le Charolais, donc il y a un projet. Oui, c'est ça. On va aller voir ce projet cet après-midi.